Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons passer maintenant à la résolution de l'équation de Schrödinger dans le cas d'un potentiel à symétrie sphérique. Alors tout d'abord, quand on veut résoudre l'équation de Schrödinger à 3 dimensions, en général, il est impossible de trouver les solutions. La plupart des cas sont tout simplement insolubles, à moins d'utiliser bien sûr des calculs numériques. Les rares cas où ça fonctionne, c'est quand on peut séparer l'équation en plusieurs équations différentes pour les différentes coordonnées. Exactement comme nous l'avions vu dans le cas des situations stationnaires, où on avait une équation pour le temps, qui donnait une solution avec une phase qui varie au cours du temps, et une équation pour la position. Alors, le nombre de cas où l'équation se sépare est assez restreint. Il y en a quelques-uns. Un de ces cas-là, c'est ce qu'on appelle les coordonnées sphériques. Alors, les coordonnées sphériques sont comme ceci. Donc, on a 3 directions, X, Y et Z. Généralement, Z est utilisé pour la direction verticale. On a un point quelconque dans l'espace, représenté par un vecteur R, qu'on représente avec une petite flèche, ou alors on l'écrit en gras, mais avec un marqueur, c'est pas très pratique. Et ce point a des coordonnées X, Y et Z. Les coordonnées sphériques consistent à prendre R, cette fois-ci un simple nombre, la distance à l'origine, ici, à prendre cet angle-là, qui est noté phi, et l'angle ici, qui est noté θ. La grandeur ici et les deux angles suffisent à déterminer la position du point avec une parfaite précision. C'est ce qu'on appelle les coordonnées sphériques, R, θ, phi. Alors, dans ces coordonnées, alors oui, bien sûr, on peut, pour un point donné, relier X, Y et Z aux grandeurs R, θ et phi. Les relations ne sont pas très compliquées, ce sont des relations avec des sinus et cosinus, des relations trigonométriques. Alors, dans le cas d'un potentiel à symétrie sphérique, ça veut dire que par rapport à l'origine, le potentiel est constant à une certaine distance. Donc, le potentiel V va dépendre de la distance à l'origine, mais comme il est sphérique, il est à symétrie sphérique, il ne dépend pas des angles θ et phi. V dépend seulement de R. Alors, on cherche une solution. Donc, on a une solution qui dépend du vecteur R, donc une solution qui dépend du point, et on va rechercher une solution sous la forme grand R de petit r, la distance, fois grand θ de petit θ, fois grand phi de phi. Donc on recherche une solution, comme pour le cas où on avait séparé la position et le temps, on recherche une solution qui est un produit de 3 fonctions, une qui dépend que de la distance et 2 qui ne dépendent que des angles. Alors, en remplaçant cette solution dans l'équation de Schrödinger, en tenant compte du fait que le potentiel ne dépend que de R, en prenant cette partie-là et cette partie-là, on obtient une équation radiale, c'est-à-dire qui ne dépend que de R, égale une équation angulaire, c'est-à-dire qui ne dépend que de θ et de phi. Comme nous l'avions dit dans le cas où on séparait la position et le temps, puisque celle-là dépend de R,
et celle-là non, alors la solution doit être, l'égalité doit forcément être égale à une constante. Et on pose cette constante égale à lambda. Une constante qui reste à déterminer. Puis, on fait la même chose avec cette partie-là. Donc, dans cette équation-là, on prend le produit ici, on le remplace dedans, et on obtient une équation qui dépend uniquement de θ égale une équation qui dépend uniquement de phi. Et à nouveau, on pose ça égal à une certaine constante, en général, que l'on note nu, la lettre grecque nu, qui ressemble un peu à la lettre V, attention. Alors, je ne vous détaille pas ces calculs parce qu'ils sont très lourds, ils sont compliqués, hein, on a dit qu'on ne faisait pas de là tout du moins le moins possible, et ces calculs sont assez longs. La solution, je vais juste vous donner l'équation en fonction de phi, parce qu'elle est très simple. C'est la seule à être vraiment simple. C'est la variation au carré, donc la variation de la variation par rapport à phi de grand phi, plus nu grand phi égale 0. Tout simplement. On résout facilement cette petite équation, une équation différentielle très simple à résoudre. On la résout très facilement. Et la solution, c'est que autour, donc dans le plan horizontal, la fonction varie de manière sinusoïdale, c'est-à-dire que sa grandeur est constante, mais sa phase varie de manière sinusoïdale, un peu comme dans le cas où nous avions des solutions pour les états stationnaires. C'est exactement, on obtenait d'ailleurs le même type d'équation. C'est donc assez simple. Alors on a une condition, hein, on sait que aux limites des calculs, on doit avoir la continuité de la fonction d'onde ainsi que la continuité de sa variation. Donc, quand on fait un tour complet dans le plan, quand on revient au point de départ, donc on part de l'angle 0, on fait un angle 2π complet en radian, pas en degrés, en radian. On fait un tour complet. La fonction d'onde doit être continue ainsi que sa variation. Et on constate alors que ça marche uniquement si nu est égal au carré d'un nombre entier, que l'on note m. Donc il peut être nul, positif ou négatif. L'équation pour θ, ici, est beaucoup plus compliquée. Sa résolution nécessite d'employer les polynômes de Legendre. Je donne simplement la notation. On note ces solutions PLM, donc elles dépendent à la fois de L. Pardon, je ne vous ai pas parlé de L. Alors, l'équation sur θ, donc beaucoup plus compliquée. Mais on peut aussi calculer, comme pour ici, les conditions en faisant un tour complet où l'équation doit donner une solution qui est continue ainsi que sa variation. Et on détermine que ça marche uniquement si lambda est de la forme L fois L plus 1, où L est un nombre positif, un nombre entier positif. Donc lambda égale L fois L plus 1. Et M est inférieur à ou égal à L, c'est-à-dire puisqu'il peut être négatif, M est compris entre moins L, jusque 0, et jusque plus L. Et donc, on trouve que les solutions, après des calculs ardus, sont les polynômes dits de Legendre, qui dépendent à la fois de L et de M, dont l'argument étant cosinus de θ. Et ce sont les solutions de l'équation en θ. Donc, les solutions angulaires, qui sont celles qui nous intéressent ici,
c'est le produit des deux. C'est donc PLM cos θ fois grand phi de phi. Et on les appelle YLM de θ phi égale, on les appelle les harmoniques sphériques, c'est leur nom, harmoniques sphériques. Fois, bien sûr, une constante pour normaliser les fonctions d'onde. En général, on normalise séparément les trois fonctions d'onde et avec des calculs là aussi assez lourds pour trouver les constantes qu'il faut mettre devant. Peut-être de forme plus ou moins compliquée. On vérifie que toutes les solutions sont orthogonales, orthonormales, donc on les normalise, donc elles sont orthonormales. Pour LM différents, elles sont orthogonales. Et on vérifie aussi qu'elles ont une parité bien définie, paire ou impaire, par rapport à la valeur des arguments, et que la parité est celle de L. Donc quand L est paire, la fonction d'onde est paire, et quand L est impaire, la fonction d'onde est impaire. Alors, qu'en est-il maintenant de l'équation radiale? Alors, on ne va pas la résoudre ici, mais une fois qu'on a résolu les équations angulaires, on a fixé la constante lambda et la constante m, nu, on peut écrire une fonction radiale, et il s'avère que cette équation, c'est exactement comme une équation de Schrödinger à une dimension, donc pour des cas comme nous avons déjà vu, mais où le potentiel est remplacé par V de R, plus L fois L plus 1 fois H bar au carré sur 2mr carré. Alors, petit détail qui a son importance, attention de ne pas confondre le m ici avec la masse. Encore une fois, il y a des ambiguïtés dans les notations. Le m qui est utilisé ici est pour magnétique. On va y revenir, on y reviendra. Et évidemment, c'est la même initiale que le mot masse, malheureusement. Donc il faut toujours faire attention ici, dans cette équation ici. Le m, ce n'est pas la masse de l'électron, c'est bien le nombre quantique m. Non, excusez-moi. Dans ce cas-ci, le m est la masse de l'électron. Donc ici, c'est la masse, tandis qu'ici, c'est un nombre entier, un nombre quantique. Donc il faut toujours faire un peu attention, vous avez vu, je me suis facilement trompé. Donc, en particulier, quand m égale 0, on ne divise pas par 0, parce que c'est pas le même nombre. Ici, c'est la masse de l'électron, qui n'est pas nulle, évidemment. Donc il faut toujours faire un petit peu attention et voir, tiens, quand on écrit m, est-ce qu'on parle de la masse, ou est-ce qu'on parle du nombre quantique m, qui n'est pas du tout le même, évidemment. Alors, donc l'équation radiale est une équation de Schrödinger à une dimension, avec un potentiel modifié, un potentiel un peu plus compliqué. Alors, il est intéressant de parler du moment angulaire. Alors, vous vous rappelez, on a déjà parlé du moment angulaire, c'est l'équivalent de l'impulsion dans le cas des rotations. Si on a une particule qui tourne autour d'un cercle de rayon R avec une vitesse angulaire oméga, c'est simplement puisque on mesure les angles en radians, un tour complet c'est 2 pi radians, la vitesse angulaire c'est le nombre de radians par seconde. C'est pas des tours par seconde, mais c'est très proche, c'est le nombre de radians par seconde. Donc si on a une particule de masse m et de moment angulaire oméga, alors ce qu'on appelle, et de vitesse angulaire oméga, ce qu'on appelle le moment angulaire, c'est simplement la masse fois oméga fois r au carré.
le moment angulaire, on le ressent très facilement. Hein. Il est lié à la force centrifuge. Quand vous tournez en voiture, ou en vélo, ou en moto, et que vous prenez un tournant comme ça, vous avez tendance à être écarté sur le côté. C'est la force centrifuge. Et cette force centrifuge est exactement reliée au moment angulaire. C'est une quantité classique, ici, qui est une quantité conservée, tout comme l'impulsion, tout comme l'énergie. C'est-à-dire que le moment angulaire total de tout un système, en tenant compte également des interactions extérieures, donc le total, c'est une quantité qui est toujours conservée. Donc c'est une quantité considérée comme fort importante en physique. Les quantités conservées sont souvent très utiles. Alors, donc comme je disais, c'est lié à la force centrifuge et le potentiel peut être modifié pour tenir compte de la force centrifuge. Et alors ceci correspond à un potentiel à condition qui correspond à une force centrifuge à condition que L au carré soit égal à petit l fois L plus 1 fois h bar au carré. Bon, j'ai mis au carré pour éviter d'écrire les racines carrées, hein, c'est plus facile. Donc, on voit que cette modification du potentiel peut être vue un peu comme s'il y avait une force centrifuge qui agit sur la particule et qui donc modifie le potentiel à une dimension de la particule, en modifiant le potentiel parce qu'elle a tendance à pousser la particule vers l'extérieur. Alors, le moment angulaire peut aussi s'écrire L pour un objet quelconque en mouvement, R croix P, où R est le vecteur position. Donc ici on parle du vecteur moment angulaire est égal au vecteur position croix le vecteur impulsion. Alors ça, c'est le produit vectoriel. On ne peut pas vous l'écrire ici, on n'en a pas besoin. Simplement, notons, ça peut s'écrire comme ça. Alors, si on suppose qu'en mécanique quantique, on a la même forme, ce qui est logique, puisque la mécanique classique est un cas limite de la mécanique quantique, donc en passant à des variables classiques, on doit retrouver la mécanique classique. Donc on peut supposer qu'en mécanique quantique, on doit avoir un opérateur moment angulaire qui est donné par la même opération. Pour vous en donner un exemple, je manque un petit peu de place sur mon tableau, j'en suis désolé. Lx, donc la composante du vecteur moment angulaire dans la direction x, est donnée classiquement par y pz moins z py. Donc y la coordonnée fois l'impulsion dans la direction z moins z fois l'impulsion dans la direction y. Et on peut donc supposer que c'est la même relation en mécanique quantique, et donc que l'opérateur L dans la direction x est donné par moins IH bar fois Y fois l'opérateur PZ, rappelez-vous, hein, variation dans la direction Z, moins Z fois variation dans la direction Y. Et on obtient ainsi les opérateurs moment angulaires en mécanique quantique. On peut aussi l'écrire en utilisant les variables en coordonnées sphériques, donc R, la distance R et les angles θ et φ. Alors, L pour l'angle θ et L pour la distance R ont des formes un petit peu compliquées. Par contre, L de φ, L pour la composante angulaire φ, a une forme très simple,
qui est moins I, H bar, variation avec phi. Sa forme là est assez simple. On peut aussi calculer aussi l'opérateur moment angulaire total, donc pas selon certaines directions ou selon certains angles, l'opérateur total, qu'on note souvent L à vecteur au carré. Alors pourquoi on le met au carré? Parce qu'en fait on applique le théorème de Pythagore. On a Lx, Ly, Lz, on applique le théorème de Pythagore, et L carré c'est simplement Lx carré plus Ly carré plus Lz carré. En faisant tous les calculs, on obtient ainsi l'opérateur moment angulaire total. Revenons à nos solutions. Alors, nos solutions étaient donc les harmoniques sphériques, YLM. Alors, ce qu'on vérifie, c'est que les harmoniques sphériques sont des valeurs propres de L carré avec les valeurs propres L fois L plus 1 H bar carré. Et qu'elles sont également valeurs propres de L phi, ou pardon, elles sont valeurs propres de LZ, valeurs propres de L dans la direction Z, avec les valeurs propres M H bar. Pour ces raisons, le nombre L est souvent appelé nombre quantique orbital ou nombre quantique azimutal, l'angle ici est souvent appelé l'azimut, et M est appelé nombre quantique magnétique. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'appelle magnétique? Eh bien, on verra que ce nombre quantique est lié à des propriétés magnétiques des atomes. Donc, quand on applique un champ magnétique à un atome, cela entraîne des modifications de son état, de ce niveau d'énergie. C'est ce qu'on appelle l'effet Zeeman. Et ces effets sont liés au nombre M. Donc, nous verrons cela. Donc, retenez simplement que petit l, c'est le nombre quantique azimutal ou orbital, et M, le nombre quantique magnétique. Alors, le moment angulaire des solutions, puisque ces solutions sont des fonctions propres du moment angulaire total et du moment angulaire selon Z, ça veut dire que elles ont un moment angulaire total et un moment angulaire vertical, selon l'axe vertical, qui sont parfaitement définis tous les deux. On pourrait les mesurer avec une grande précision tous les deux. Par contre, ces fonctions d'onde ne sont pas des fonctions propres de Ly et de Lx. Ce qui veut dire que si on mesurait le moment angulaire dans ces deux directions, on obtiendrait des valeurs variables selon les mesures avec les lois de probabilité quantique, et donc leur valeur n'est pas bien définie. C'est lié en fait au principe d'incertitude, le principe de la détermination. L carré et Lx, Lz peuvent être mesurés avec une grande précision, mais pas Lx et Ly en même temps. Alors, on pourrait se poser une question, mais pourquoi justement selon Z? Pourquoi est-ce que selon Z, la valeur du moment angulaire est bien définie, et pas dans les directions horizontales? Qu'est-ce qu'elles ont de particulière, ces directions? C'est des directions comme les autres. Mais en fait, c'est à cause du choix qu'on a fait. On a fait le choix d'utiliser les coordonnées sphériques en donnant à Z, à l'axe vertical, un rôle un peu particulier, puisque c'est à partir de lui qu'on mesure l'angle azimutal, l'azimut. Et on mesure l'angle phi dans le plan XY. Donc, c'est notre choix qui a donné à l'axe vertical un rôle particulier. On pourrait faire un autre choix. Et on pourrait dire, ah mais non, je prends pour Z cet axe-là, je l'appelle Z, et ceux-là, je les appelle X et Y. C'est un
choix, je les nomme comme je veux. Et je mesure les angles θ à partir de là, et l'angle φ dans le plan vertical. On refait les calculs, en fait c'est les mêmes calculs, bien entendu, et on obtient également des harmoniques sphériques, mais avec des variables échangées, permutées. Et cette fois-là, c'est L carré et Lx, ou plutôt mon nouveau Lz, qui auront des valeurs bien définies. Et les solutions précédentes que j'avais obtenues sont simplement une superposition des nouvelles positions, des nouvelles solutions. Voilà, c'est un peu comme dans le cas des variables position et impulsion, où nous avions vu, nous ne pouvons pas mesurer les deux en même temps. Un état d'impulsion bien défini est une oscillation sinusoïdale infinie. La position n'est pas du tout définie. Et on peut dire que c'est une superposition de toutes les positions précises possibles. La somme de toutes ces solutions précises. Et donc, on a la même chose ici, en plus compliqué, puisqu'on a plusieurs angles, plusieurs directions, et on obtient le même genre de choses, à savoir qu'on peut avoir un moment angulaire bien défini dans le sens vertical, ou dans une direction horizontale, et les solutions de l'un sont des superpositions de l'autre, des superpositions quantiques des autres solutions, tout simplement. Alors, voilà tout ce qu'on peut dire pour les solutions angulaires. Alors, cette solution, donc l'équation radiale avec ce potentiel, peut être résolue dans un certain nombre de cas. Bon, il est clair que c'est plus compliqué que les cas que nous avions vus à une dimension. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce truc-là en plus, qui n'est quand même pas élémentaire. C'est une constante divisée par R carré. Donc ça complique un peu le potentiel. Alors, il n'empêche qu'il y a encore des solutions analytiques, donc des solutions qu'on peut obtenir à la main, pour toute une série de cas qui sont intéressants. Alors, je ne vais pas vous les décrire ici, toutes, parce que ce serait trop long, trop compliqué. Bien souvent, c'est d'aligner des équations. Alors, prenons juste un exemple, c'est rapide. C'est le puits de potentiel. Nous avons vu dans le puits de potentiel à une dimension. Dans le cas où le puits est petit, il n'y a qu'une solution possible. Vous vous rappelez, on avait vu ça. Une seule énergie possible pour un électron piégé dans le puits. Dans le cas à 3 dimensions, c'est différent. Nous avions déjà suggéré ce genre de situation. Quand le puits est trop petit, vraiment trop petit, il n'y a pas du tout de solution. L'électron ne peut pas être lié dans le puits. Ceci est dû à ce terme-là, qui a tendance à avoir un effet répulsif, comme la force centrifuge, et qui donc rend plus difficile le confinement de l'électron dans un puits. Pour un puits un peu plus grand, donc à 3 dimensions cette fois-ci, donc une espèce de trou sphérique, un trou sphérique dans lequel l'électron pourrait venir se loger, dans le potentiel. Pour un potentiel un peu plus grand, là on peut avoir un niveau d'énergie, etc., etc., etc. On obtient des solutions fort semblables à celles que nous avions vues. Vous vous rappelez, avec le graphique qui permettait de calculer les solutions. C'est exactement le même genre, avec des solutions, avec des équations nettement plus compliquées, tout simplement. Voilà, alors avant de revenir à des résolutions de la solution radiale, que nous aborderons avec l'atome, on va continuer sur des solutions un peu plus simples et très parlantes. Nous allons passer maintenant à la barrière de potentiel. Donc en fait, on classe les solutions en état lié, ça c'est ce que nous avons vu jusqu'ici, avec l'équation de Schrödinger, et les cas non liés qui font partie d'une théorie assez générale appelée théorie des collisions. Parce qu'en fait, on a un électron qui va s'approcher d'une certaine zone, percuter une cible, être diffusé et repartir vers l'infini. Et donc, l'électron n'est pas lié dans une zone déterminée,
Et on appelle ça théorie des collisions ou théorie des diffusions, si vous voulez. C'est le terme un peu consacré, théorie des collisions, et qui parle des cas, de ces cas-là. Le puits de potentiel, c'est typiquement l'étude de cas liés, d'électrons piégés dans un puits. Une barrière de potentiel, c'est typiquement le cas d'un électron qui percute un obstacle. Alors, la théorie des collisions, même dans le cas de la théorie de Schrödinger, peut être assez complexe. Donc nous nous contenterons des cas les plus simples, comme la barrière de potentiel, avec quelques informations plus générales, simplement qui seront données. Donc nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.